بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية خالصة وكلمة الله هي العليا. في البداية نود أن نشكر كل متتبعينا عبر قناة سولو SVT على اليوتيوب، وكذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك NSCPR SVT. إذا اليوم نحاول نشوف فيديو جديدة حول دورات النمو عند النباتات الزهرية. بطبيعة الحال بالنسبة للتلاميذ ديال جذع مشترك علمي خيار فرنسي. غادي نشوفوا لو دوكيمون كون va utiliser sont le document qu'on peut le trouver dans le manuel d'étincelle. Alors, concernant l'activité 3, ce titre cycle de développement chez les plantes à fleurs. Le cycle de vie ou bien cycle de développement, on l'appelle aussi cycle biologique, est la période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme vivant. Alors, cycle de développement, bien cycle biologique, est la période de temps pendant laquelle se déroule une succession, une succession de phases qui composent la vie complète. Donc, l'être vivant, n'importe quel être vivant, il passe par des différentes étapes pour donner un autre être vivant de la même espèce. Donc, pour garder, bien conserver l'espèce végétale ou bien animale. Donc, les différentes étapes se passent donc dans une cercle fermé. Et donc, on parle d'un cycle de développement, c'est-à-dire d'un être vivant, on passe à un autre. Alors, on pose une très grande question là-bas. Quelles sont les caractéristiques de cycle de développement chez les plantes à fleurs? Alors, pour le premier document, il nous dirige vers les différents types de cycles de développement. Et principalement, il existe 3 types de cycles. On va voir pourquoi ces nomenclatures, ou bien pourquoi on l'appelle haplophasique, diplophasique ou bien haplodiplophasique. Alors, la reproduction sexuée, et lorsqu'on parle de la reproduction sexuée, on parle de l'utilisation des gamètes. C'est ça le caractéristique principal de la reproduction sexuée. C'est-à-dire, on utilise les gamètes. La reproduction d'un organisme sexué, d'un organisme, implique l'alternance d'une phase haploïde et d'une phase diploïde. Chez n'importe quel être vivant, la reproduction sexuée, on trouve une phase haploïde et une phase diploïde. Haploïde, c'est-à-dire un seul N. C'est-à-dire, les homologues ils sont déjà séparés. Donc, haploïde, on trouve un homologue. Alors, dans la phase diploïde, chaque chromosome, on trouve son identique. Ou bien, on dit que c'est son frère. Alors, selon les organismes, la longueur relative des phases haploïdes et des phases diploïdes est très variable. Donc, chez les différents êtres vivants, il y en a des êtres vivants qui ont la phase diploïde très importante par rapport à la phase haploïde. Il y en a des êtres vivants qui ont la phase haploïde très importante par rapport à la phase diploïde. Et on a d'autres, le troisième type, ce sont les êtres vivants qui ont la phase haploïde ou bien la durée ou bien le temps de la phase haploïde est presque le même que le temps de la phase diploïde. Alors, les passages successifs au cours des générations d'un état à l'autre sont couramment représentés par un cercle qui symbolise le cycle de vie ou cycle biologique de l'organisme considéré. Donc, lorsque l'être vivant passe d'un état à l'autre, donc ce passage, ou bien ces passages successifs sont représentés par un cycle fermé. Donc, on l'appelle cycle biologique ou bien cycle de développement. La diversité des organismes eucaryotes à reproduction sexuée se manifeste en particulier par l'état qui est prépondérant dans leur cycle de vie. Alors, on a trois grands types. Donc, on a le premier type, la phase diploïde est dominante chez les animaux. Donc, la phase diploïde est dominante. Donc, généralement, la phase diploïde est dominante chez les animaux. Certains algues brillent et certains protistes. Donc,
عند les animaux, chez la majorité des animaux, et chez certains algues et les brunes et les protistes, on trouve que la phase diploïde est dominante. Les cellules constitutives de ces organismes, les cellules somatiques sont toutes diploïdes. Seuls les gamètes produits dans les cellules germinales des organes génitaux sont haploïdes. يعني هنا كاع الخلايا عند هاد الكائنات يعني عند les animaux, chez les animaux, chez quelques chez les algues, certains algues brines et certains protistes, la phase diploïde est dominante sur la phase haploïde. La seule forme sur laquelle on trouve qu'elle est en phase haploïde, c'est la forme des cellules sexuelles ou bien des gamètes qui sont produits dans les cellules germinales des organismes génitaux. Alors, ces organismes ont un cycle monogénétique diplophasique. Qu'est-ce que ça veut dire monogénétique? Alors, il y a un seul phase qui est très important. L'autre phase est très réduite. Alors, là, monogénétique diplophasique, c'est-à-dire c'est la phase diploïde qui est dominante, alors que la phase haploïde, elle est très réduite en gamètes. Alors, on parle d'un cycle monogénétique, une seule phase qui est dominante, monogénétique. Ce sont des organismes diplobiontiques, ou bien on l'appelle aussi diploïdes. Pour d'autres organismes, au contraire, les cellules végétatives sont à l'état haploïde. Les cellules végétatives sont à l'état haploïde. La phase diploïde est plus souvent réduite aux zygotes. Dans ce cas, on dit que la seule forme de la phase diploïde, ou bien deuxième, c'est la zygote, qui se met immédiatement. Donc la zygote, une fois formée, elle va subir la myose. Et donc le myose, il va nous permettre le passage de la forme deuxième à une forme un seul un, c'est-à-dire deux diploïdes en forme. Donc une fois la zygote est fermée, donc une fois la fécondation, donc la zygote, elle va subir la myose pour passer à un. C'est le cas de Mysière, donc les champignons filamenteuses, les Spirogyra et d'autres algues vertes et de nombreux protistes, les Chlamydomonas, Plasmodium. Ces organismes ont un cycle, donc c'est la même chose. La seule phase qui est dominante ici, c'est la phase haploïde. Donc c'est un cycle monogénétique. La phase diploïde, elle est réduite en zygote. يعني المدة ديال لا فاز او الدور الثنائي السرية صغيرة بزاف وتختزل فقط في البيضة. Donc هنا ce sont des organismes haplobiontiques ou bien haploïdes. Un troisième type de cycle de vie est également représenté dans la nature. C'est le cycle dégénétique. Donc on a parlé les deux premiers types, on a parlé de la phase d'un cycle monogénétique haploïde ou bien monogénétique diploïde. Maintenant, c'est un cycle dégénétique. Qu'est-ce que ça veut dire dégénétique? C'est-à-dire elle possède deux phases, il n'y a pas de dominance entre eux. La dominance est égale. L'un demi du cycle est haploïde, l'autre un demi est diploïde. C'est pour cela qu'on parle d'un cycle dégénétique haplo-diplophasique qui caractérise ces organismes qui sont capables de se multiplier en activement aussi bien à l'état haploïde que à l'état diploïde. C'est le cas de Fougère qu'on va voir par la suite. Alors, comment on peut réaliser un cycle chromosomique ou bien un cycle de développement ou là un cycle chromosomique. Donc هنا الدورة السبغية ou la دورة النمو السبغية. Donc il est caractérisé par l'utilisation de quelques symboles. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire ces symboles là qu'on va voir. Alors, elle est caractéristique que l'on présente la graine interchromosomique comme l'élément essentiel du cycle de développement d'un individu. Donc on a un cycle de développement, on utilise des symboles, donc la phase haploïde est représentée par un seul trait. Donc ce que vous voyez ici en bleu, c'est un seul trait, donc c'est la phase haploïde, un seul trait. La myose qui assure le passage de la phase diploïde à la phase haploïde est représentée par le symbole suivant. Vous le voyez ici. Donc après la fécondation, après un certain temps,
Donc, la zygote subit ce qu'on a une méiose. Alors, la méiose, on utilise ce symbole, donc on a deux flèches, donc à partir de la zygote, elle va se diviser pour nous donner, donc c'est la division équationnelle, et par la suite la division réductionnelle. Donc les deux réductions, ils nous donnent, donc à partir d'une cellule de zen, une cellule mère de zen, on obtient 4 cellules ou bien 4 spores phytes. Donc il y a ce symbole, voilà, vous le trouvez aussi ici et là. Alors, donc ce symbole, c'est le symbole de la méiose. Pour la phase diploïde, elle est représentée par deux traits parallèles. C'est la phase diploïde, elle est représentée par deux traits, parallèles entre eux. La fécondation qui restaure la diploïde à travers l'union des gamètes. Donc la fécondation, elle me permet de retourner à l'état diploïde à partir de l'état haploïde. Donc on la représente par ce symbole. Donc on a deux cellules de gamètes mâles et femelles. Vous voyez ici le symbole des gamètes mâles et le symbole des gamètes femelles. Ils vont nous donner une zygote, c'est le résultat de la fécondation. Donc voilà le symbole, vous le trouvez ici. L'œuf est représenté par le symbole, donc c'est un point, grand point en gras. Les gamètes sont représentés par des petits points en gras aussi. Le mâle est représenté par le symbole, vous le connaissez déjà, et les femelles sont représentées par le symbole des femelles. Donc on a deux types de cycles, cycle monogénétique et cycle dégénétique. Alors le cycle monogénétique, on a deux types. Cycle monogénétique diplophasique, c'est-à-dire que la phase diploïde est dominante sur la phase haploïde. C'est bon? La phase diploïde est dominante sur la phase haploïde. La méiose est suivie immédiatement, directement par la fécondation. Donc là, lorsqu'il y a de la méiose, donc il va transformer l'être vivant de l'état diploïde à l'état haploïde. Une fois à l'état haploïde, les gamètes vont subir la fécondation et donc on passe directement de l'état haploïde à l'état diploïde qui dure longtemps. Donc là, ce sont des gamétophytes. Alors, c'est un cycle diplophasique. Pourquoi? Parce que la phase diploïde est dominante sur la phase haploïde. Ici, c'est un cycle monogénétique, mais il est haplophasique. Pourquoi haplophasique? Premièrement, parce que la phase haploïde est dominante sur la phase diploïde et parce que la fécondation est suivie directement de la méiose qui permet le passage de la forme 2N à la forme 1 seul N. Ici, donc dans la phase diploïde, on trouve que la fécondation qui suit automatiquement ou bien immédiatement la méiose. Maintenant, dans la phase ou bien dans le cycle haplophasique, c'est la méiose qui suit immédiatement la fécondation. Donc, dans le cycle, donc, dans le deuxième type, bien le troisième type, c'est un cycle dégénétique haplodiplophasique. Pourquoi on parle d'un cycle dégénétique? Parce qu'il y a deux phases. Donc, on a deux phases très importantes, la phase haploïde et la phase diploïde. On n'a pas de phase réduite. Donc, c'est presque la même ديغي ou bien c'est presque يعني تقريبا نفس مدة العيش ديال لا فاز ابلويد مع لا فاز diploïde. يعني l'un demi du cycle c'est une phase diploïde et l'autre un demi c'est une phase haploïde. Alors, on parle d'un cycle haplodiplophasique. Pourquoi? Parce qu'on a la différence, donc la durée entre la fécondation et le spore, c'est presque la même entre le spore et entre la méiose et la fécondation, ou bien entre les spores et la zygote. Donc on a deux phases, haploïde et phase diploïde. C'est pour cela qu'on parle d'un cycle dégénétique haplodiplophasique. Donc pour le commentaire de ces deux documents, le cycle de vie ou cycle de développement est la période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme vivant par reproduction. On distingue trois cas. Donc le premier méthode, ou bien premier cas, شنو هو الكاركتيرستيك برينسيبال ديالها؟
la méiose intervient au moment de la gamétogénèse. Les cellules sexuelles, ce sont les gamètes, ce sont des cellules haploïdes. Après la fécondation, les cellules de l'ovule individu qui descendent de la cellule œuf par méthode sont diploïdes. Un tel cycle de développement où la méiose précédait la fécondation est caractérisé par la prédominance remarquable de la phase diploïde. Donc on parle de quoi? Elle est dite diplophasique. L'autre type, la méiose succède immédiatement à la fécondation. C'est l'inverse. Donc la phase diploïde dans ce cas est réduite à l'œuf, bien la zygote. Dans un tel cycle, les individus sont constitués de cellules à N chromosomes. C'est la phase qu'on appelle phase haploïde qui prédomine. C'est un cycle haplophasique. Alors, pour le troisième type, la méiose et la fécondation sont nettement séparées par des phases de division métotique, donnant chaque naissance à un organisme, soit diploïde, résultant du développement de l'œuf, soit haploïde, gamétophyte, résultant du développement d'un spore. Donc, la fécondation suivie directement de la méiose, ou bien le méiose suivi directement de la fécondation. Mais entre les deux, entre le méiose et la fécondation, ou bien entre la fécondation et la méiose, on a des différentes phases. Donc après le méiose, on trouve qu'il y a des gamétophytes. Hein? Donc ce sont des divisions métotiques par métose, pour nous donner des gamétophytes. Et après la fécondation, on trouve des sporophytes. Ce sont des spores qui ont subi des divisions métotiques. De façon générale, on observe donc l'alternance d'une phase haploïde et d'une phase diploïde. C'est un cycle haplodiplophasique. C'est un cycle dégénétique. Donc, la reproduction sexuée est marquée par l'alternance régulière des deux mécanismes biologiques, dans la position de l'un par rapport à l'autre et leur séparation dans le temps détermine le type de cycle de développement. La méiose qui assure le passage de l'état diploïde à l'état haploïde, et l'inverse, c'est la fécondation qui réunit les deux lots haploïdes des chromosomes des gamètes pour rétablir l'état diploïde. Le bagage chromosomique caractéristique de l'espèce est ainsi conservé génération après génération. Donc c'est dans le but de conserver l'espèce. Donc on prend notre exemple chez les angiospermes. Le cycle de développement, il commence par une fleur. Donc on commence par une fleur qui a les étamines, les plants, donc cette fleur, elle a les étamines, le pistil, le stigma, ainsi de suite, tous les éléments producteurs et tous les éléments reproducteurs et protecteurs. Donc au niveau de l'ovule, on trouve des ovules. Au niveau des ovules, il y a une cellule mère qui va se diviser, se méiose pour nous donner un sac pollinique qui est composé de 8 noyaux et de 7 cellules. Alors, les 3 noyaux dans le pôle inverse de la pôle micropillaire, on l'appelle les cellules antipodales. Les 2 cellules en milieu, on l'appelle du noyau polaire. Vers le pôle micropillaire, on trouve 2 cellules d'énergie et un anosphère entre les 2 cellules d'énergie. Alors, le total forme ce qu'on appelle un sac embryonnaire. Alors, chez les étamines, on a un antère. Lorsqu'on fait une coupe longitudinale entre le cœur qui est composé de 4 sacs polliniques. Donc, dans chaque sac pollinique, on a des cellules mères qui vont subir de méiose pour nous former des microspores. Ce sont des cellules simples. Chaque cellule va faire une division métotique pour nous donner 2 cellules. Une cellule génératrice ou bien reproductrice et une cellule végétative.
Lorsque les conditions sont favorables, on assiste à une pollinisation. Ce sont les gamètes mâles qui vont se transporter ou bien qui vont se déplacer vers les gamètes, vers l'appareil reproducteur femelle. Donc, au niveau du stigma, elle se dépose, les grains de pollen. Une fois les conditions sont favorables, les grains de pollen commencent à se germer, donc formant un tube pollinique qui va traverser la pistille et qui vont traverser le style vers l'ovaire. Donc, une fois à l'ovaire, ils vont entrer, hein, le tube pollinique, il va entrer à travers la micropyle et donc se retrouve au niveau du sac embryonnaire. Donc, le tube pollinique, il va libérer, donc au niveau du tube pollinique, la cellule reproductrice, elle va se diviser en deux pour nous donner deux entérozoïdes. Ces entérozoïdes sont évacués dans le sac embryonnaire. Un entérozoïde, il va féconder l'osphère pour nous donner l'œuf principal, et l'autre entérozoïde, il va féconder les noyaux polaires pour nous donner l'albumine. Donc à la fin, on aura une double fécondation. On aboutit par la suite à la formation d'un zygote principal 2N et d'un zygote accessoire 3N, c'est l'albumine. La zygote à 2N, c'est l'osphère ou bien qui était fécondé, qui va nous donner un embryon qui va se transformer en une grain. Donc l'ensemble de l'embryon et de l'albumine vont nous donner une grain. Lorsque les conditions sont favorables, cette grain elle va se germer pour nous donner une plantule, et cette plantule elle aura des fleurs qui vont refaire le même mécanisme. Pour commenter le figure, alors on a une fleur qui est des anthères, des ovaires, une cellule mère à 2N dans le sac pollinique et une autre cellule mère 2N dans les ovules. Les deux cellules mères elles vont subir des méioses. Donc la cellule mère dans l'ovule elle va nous donner un sac embryonnaire, c'est-à-dire deux noyaux polaires N plus N et un osphère. Les deux ils vont se féconder par les grains de pollen qui ont issu de la division de la cellule mère dans le sac pollinique. Donc le premier entérozoïde il va féconder les deux noyaux polaires pour nous donner une œuf à 3N accessoire qui va être ou bien qui va se transformer en albumine à 3N. L'autre entérozoïde il va féconder l'osphère donc pour nous donner une œuf à 2N principal qui va se transformer en embryon. L'embryon plus l'albumine vont composer les grains. Lorsque les conditions sont favorables, le grain va se transformer en une plantule qui va nous donner une fleur. Donc, la méiose ici est suivie directement, immédiatement par la fécondation. Donc, la méiose est suivie par la fécondation. Donc, le reste, la totalité du cycle de développement est diploïde. Donc on parle d'un cycle monogénétique, c'est-à-dire une seule phase qui est dominante, c'est la phase diploïde, et diplophasique, c'est-à-dire la phase dominante, c'est la phase diploïde. On constate que seuls les gamètes sont haploïdes et que la fécondation suit la méiose. Donc l'organisme des angiospermes est diploïde durant toutes les phases du cycle. Donc un cycle diploïde. Chez les gymnospermes, un cormophyte ou un sporophyte, une plante qui a des cônes mâles et des cônes femelles. Donc lorsqu'on réalise une coupe longitudinale sur les cônes femelles, on trouve que à la phase supérieure des écailles qui composent la cône femelle, à la phase supérieure, on trouve ce qu'on appelle les mégaspores. Ce sont les gamètes femelles. À la face supérieure des écailles de la cône mâle, on trouve des sacs polliniques qui contiennent des cellules mères qui vont faire des divisions pour nous former des grains, des pollens qui sont caractérisés par la présence d'un sac aérifère. Après la mitose,
Donc après la méiose, donc on aura par la suite une fécondation. La fécondation, ça se fait par le fait que lorsque les grains de pollen traversant la micropyle, ils se fixent, la micropyle elle va se fermer. La micropyle elle va se fermer. L'année prochaine, les grains de pollen commencent à se germer pour atteindre l'osphère à deuxième. Donc, une fois la fécondation, donc on aura par la suite un embryon. C'est ce que vous voyez là, un embryon et de l'albumine entouré par un pigment. Donc, l'ensemble compose un grain sur l'écaille. Donc, un grain sur l'écaille. À la suite, on aura un phénomène très important, c'est le phénomène de métose. Donc, donc après, après la formation des grains qui va subir des métoses, et lorsque les conditions sont favorables, la métose va, ou bien le grain va se germer, et par la suite, on aura une plante qui contient les cônes mâles et les cônes femelles. Donc, pour résumer ça, donc on parle d'une plante qui a des cônes mâles et des cônes femelles. Sur les cônes mâles, on trouve des écailles staminales. Sur les cônes femelles, on trouve des écailles ovulifères. Au niveau des écailles staminales, la cellule mère de zen, donc le sac pollinique, va subir un méiose pour nous donner des graines de pollen. Alors que les écailles ovulifères, la cellule mère de zen, dans l'ovule, va aussi subir un méiose pour nous donner un sac pollinique. Alors, les graines de pollen, elles vont nous donner, ou bien après leur développement, elles vont nous donner deux entérozoïdes. Le sac embryonnaire, après son développement, il va nous donner un archigone qui va se transformer en sperme, et aussi il va nous donner un endosperme. Alors, l'entérozoïde, il va féconder, bien l'un des entérozoïdes, il va féconder l'osperme. Donc, après le phénomène de la fécondation, on aura une œuf à deux N qui va se transformer en un embryon de N. Avec son endosperme, il va nous donner un grain. Par la suite, lorsque les conditions sont favorables, le grain il va se transformer en plantule. Ces plantules, il va développer des grains ou bien des cônes mâles et des cônes femelles. Donc, on parle d'un cycle monogénétique parce qu'il y a une seule phase qui est dominante, c'est la phase diploïde, et parce que la méiose est suivie directement de la fécondation. Donc, on parle d'un cycle monogénétique diplophasique parce que la phase diploïde qui est dominante, et aussi parce que monogénétique parce qu'il y a une seule phase qui est dominante. On constate que seuls les gamètes sont haploïdes et que la fécondation suit la méiose, donc l'organisme des gymnospermes est diploïde durant toutes les phases de son cycle. Donc on parle d'un cycle diplophasique. Donc c'est la fin de cette activité. On se verra par la suite dans une autre activité.